voie royale aux voyageurs aujourd'hui reste le regroupement familial. Seulement, au cours des derniers mois, plusieurs personnes m'ont contacté et malheureusement, certaines de ces personnes-là ont commis un certain nombre d'erreurs dans le cadre de la procédure des visas, de demande de visa regroupement familial. Et ils se sont vus malheureusement refuser le visa alors que de prime abord, ils remplissaient les conditions prémissives. Donc j'ai décidé de faire une vidéo dans laquelle je vais te dire pourquoi est-ce qu'on peut te refuser le visa regroupement familial, ce qu'il faut faire pour que cela ne t'arrive pas. Et donc, du coup, les petits pièges que tu dois éviter, ça et là, pour ne pas te retrouver dans le pays d'ici, tu savais. Donc, si tu regardes cette vidéo et que tu découvres pour la première fois, moi c'est Landry, je suis camerounais, je vis en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Ici sur Parlons Voyage, nous te parlons de tout ce qui touche de près ou de loin les procédures de voyage. Et Parlons Voyage n'est plus ni moins autre que la chaîne YouTube appartenant à l'entreprise TIPCO, Just Placement Consulting, dont le siège social se trouve à Yaoundé au Cameroun, au quartier Nilsassi. Et à partir de là, nous déroulons une palette de services, notamment accompagnement visa cours de langue. Si tu as besoin d'assistance dans le cadre de ta procédure de voyage, n'hésite surtout pas à nous contacter et nous serons ravis de mettre à ta disposition notre expertise. Si tu veux venir en Allemagne, en France, en Belgique, en Italie avec un visa regroupement familial, peu importe le pays, cette vidéo, elle est faite pour toi. Regarde-la jusqu'à la fin parce que chaque point que je vais aborder ici sera d'une importance capitale. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et puis, n'hésite surtout pas à nous dire en commentaire si, selon toi, il y a d'autres erreurs qui pourraient plus ou moins, il y a d'autres points qui pourraient plus ou moins mettre en danger la procédure des visas regroupement familial et nous serons ravis d'échanger avec toi. Donc, n'hésite pas et regarde la vidéo jusqu'à la fin et surtout, on t'attend en commentaire. Pourquoi on te refuse le visa regroupement familial? Il y a plusieurs points qui vont entrer en jeu. Et l'un des points qui revient le plus souvent, c'est la fiabilité des informations et des documents apportés. Déjà, s'il faut résumer, on a plusieurs types de regroupement familial. On a le regroupement familial par les enfants, c'est-à-dire des enfants qui partent retrouver leurs parents. On a le regroupement familial des parents qui partent retrouver leurs enfants. On a le regroupement familial d'un conjoint qui part retrouver l'autre. Et donc, à partir de là, chacun de ces regroupements familiales aura ses spécificités. Et dans chacun de ces regroupements familiales, on va vérifier tout un tas de documents. Et ces documents vont plus ou moins avoir un impact majeur sur la demande de visa. On peut te refuser le visa parce qu'on estime que les documents que tu as apportés ne sont pas fiables, ou alors ne sont pas vérifiables, ou bien n'ont pas pu être vérifiés. Donc on peut très facilement te refuser le visa à cause de cela. On peut te refuser le visa parce qu'on estime que les informations que tu as apportées ne sont pas des informations viables. Je m'explique. Parmi les documents qu'on va te demander, on va par exemple te demander tes pièces personnelles. Dans tes pièces personnelles, il y aura par exemple l'acte de naissance. Si c'est ton conjoint, l'acte de mariage. Si c'est ton enfant, ton acte de naissance et l'acte de naissance de l'enfant. Donc, s'il n'y a pas tous ces éléments-là, alors il n'y aura pas de visa. Et à partir du moment où tu as apporté ces éléments-là, on va les vérifier. Si tu dis que tu es marié, est-ce que votre acte de mariage a une souche auprès de la mairie où vous êtes marié? Est-ce qu'il y a eu une bande d'annonce pour votre mariage? Si oui, elle a été publiée quand et elle a été archivée où? On va vérifier toutes ces informations-là. Même chose avec ton acte de naissance. Si tu as des diplômes du secondaire, du supérieur, on va aller par exemple, pour ceux qui viennent du Cameroun, on va aller à l'office du baccalauréat ou alors on va aller au GCE Board à Boya
pour vérifier si oui ou non ton nom se trouve là-bas. Parce que bon, jusqu'aujourd'hui, ces structures-là n'ont pas encore de plateforme en ligne où on peut vérifier toutes ces informations-là. Donc, il faudra aller sur place, très probablement. Si tu as étudié dans le supérieur, on va aller auprès de ton université pour vérifier si oui, véritablement, ton diplôme existe. S'il n'est pas un faux. On va vérifier tout cela. Et donc, il faudra que chaque fois qu'on va aller vérifier un document, qu'on trouve véritablement son existence. Malheureusement, il peut arriver qu'on arrive à la mairie et qu'on trouve qu'il n'y a plus de souche de ton acte de naissance ou de ton acte de mariage, pas forcément parce que c'est un faux, mais parce que les souches, par exemple, de cette année-là n'existent plus. De plus en plus de mairies au Cameroun prennent feu. Et il peut arriver que la mairie dans laquelle se trouve la souche de ton acte de naissance ou de ton acte de mariage ait pris feu entre-temps. Et donc, tous ces documents sont partis en l'air et vu le fait que nous n'avons pas encore pu numériser ce type d'informations dans nos administrations en Afrique, dans la plupart des pays, peut-être il y a certains pays où c'est déjà numérisé, malheureusement, on peut donc te refuser le visa pour une raison comme celle-là qui ne dépend pas forcément de toi. Et donc, l'un des conseils que nous on donne souvent aux gens qui veulent demander ce type de visa, c'est d'aller eux-mêmes y chercher à vérifier. Tu vas dans la mairie où tu es né, selon ton acte de naissance, même avec un 10 000 francs, bon, c'est comme ça que le pays fonctionne, hein, même avec un 10 000 francs, on te permet de vérifier si oui ou non ton acte de naissance existe toujours. Si tel est le cas, tant mieux. Si tel n'est pas le cas, il faudra que tu trouves des voies et moyens pour que la souche existe de nouveau. De telle sorte que lorsque les gens de l'ambassade ou du consulat qui viendront vérifier d'une manière ou d'une autre, ils viendront vérifier, lorsqu'ils arriveront, qu'ils trouvent un document fiable qui est là, qui existe, qui atteste du fait que que ton acte de naissance est véritablement vrai. Maintenant, à côté de cela, il y aura tout un tas de documents, notamment des deux personnes qui demandent, qui font la demande, du moins c'est des deux parties qui font la demande. Et dans le prochain point de la vidéo, justement, je vais revenir de fond en comble un peu sur les petits détails auxquels il faut faire attention pour ce qui est des différents profils. Et grâce à ces petits détails-là, justement, tu verras plus ou moins où tu peux optimiser ton dossier, où tu ne peux pas optimiser ton dossier. Maintenant, comme je dis toujours, les procédures de visa, c'est au cas par cas. D'une personne à une autre, d'un cas à un autre, il y aura forcément des petites subtilités qui peuvent survenir ça et là. Ce que nous disons ici sur la chaîne, ce sont les informations qui peuvent concerner le maximum de personnes possibles. Mais lorsqu'on arrive sur le plan de l'accompagnement en soi, il est clair que ce que nous avons appliqué sur la personne A ne sera pas forcément ce que nous allons appliquer sur la personne B, parce que les deux n'ont pas le même profil. C'est la raison pour laquelle on vous demande généralement de vous faire accompagner, d'avoir un œil distant, un œil professionnel sur votre dossier, parce que cet œil-là, il vous permet clairement de voir ce que vous ne pouvez pas voir. Il y a des choses que moi, de prime abord, dès que tu me montres des documents, je les vois directement, alors que toi, tu peux les voir au bout de quoi? Un an, peut-être au moment où on t'a déjà refusé ta demande de visa. Et donc, tu vois que au lieu de venir me contacter quand il faut peut-être engager une procédure de recours, il vaudrait mieux me contacter en amont pour que nous puissions voir ensemble comment on va gérer ta procédure et puis optimiser de telle sorte que tu puisses voyager le plus facilement possible. Il y a un détail sur lequel il faut particulièrement faire attention lorsqu'on fait une demande de regroupement familial, c'est bel et bien le profil des personnes qui font la demande. Quand je dis les personnes qui font la demande, c'est on a la personne qui est en Allemagne ou bref, en Italie, Belgique, peu importe, et la personne qui se trouve dans son pays. Dans notre cas ici, ça peut être le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Nigérie, le Maroc, et j'en passe. Il faudra faire attention au profil. Pourquoi? Parce que celui qui demande, celui qui est en Allemagne ou je ne sais pas trop, doit prouver qu'il a doit remplir un certain nombre de conditions. Et parmi ces conditions-là, il y a justement les conditions d'existence, de subsistance. Donc c'est clair que le salaire de la personne qui se trouve dans du contact, qui se trouve à l'étranger, va jouer un rôle prépondérant dans la procédure. Le plus la personne gagne, le mieux c'est. Maintenant, il y a aussi une série de quotas, une série de barèmes qui font en sorte que quand tu ne dépasses pas ce seuil-là,
ça peut être un peu plus compliqué, un peu plus ou moins, euh, euh, du moins plus ou moins remettre en question la probabilité de votre demande. Maintenant, à côté de ça, les documents sont généralement pris au moment, le jour où on dépose, où la personne qui se trouve au pays, donc voilà, la personne qui se trouve au pays, donc peut-être ici dans notre cas en Afrique, le jour où la personne fait la demande, donc le jour de son rendez-vous, c'est ce jour-là que la personne apporte les documents. Donc c'est ce jour-là que vous devez présenter tout un tas de choses. Maintenant, il peut arriver que du jour où la demande a été introduite, c'est-à-dire entre le jour du rendez-vous et le jour où vous recevez la réponse, il peut s'écouler plus d'un an parfois. Et en un an, beaucoup de choses peuvent se passer. Beaucoup de choses peuvent se passer, par exemple, la personne qui est à l'étranger peut avoir perdu son boulot, peut avoir changé de boulot et tout, ce que je ne souhaite pas. Et l'un des conseils que nous donnons généralement, c'est que pendant toute la procédure, il faut être le plus stable possible. Éviter le plus possible de voyager, éviter donc, de déménager, éviter le plus possible de changer de boulot. Parce que sinon, ça peut remettre en cause un certain nombre de petits facteurs qui peuvent faire en sorte qu'on refuse le visa à la personne qui se trouve encore au pays. Maintenant, il y a le facteur logement qui intervient aussi généralement, c'est-à-dire quelle est la taille du logement de la personne qui est à l'étranger. Il est clair que si vous voulez faire monter votre femme et vos 3 enfants qui vivent au pays, en Allemagne, en France ou en Italie, il faudra que vous prouviez que vous savez exactement où ils vont vivre, notamment un logement nécessaire, un logement cadre. Donc s'il s'agit donc par exemple ici d'une femme et de 3 enfants, dans le meilleur des cas, que vous êtes en une maison de au moins 4 chambres, et donc ce qui voudrait dire que chaque enfant aurait en théorie une chambre, et que vous et votre femme, vous et votre conjoint ou conjointe aurez également aussi une chambre à votre disposition. Ça, ce sont les petites questions théoriques. Et maintenant aussi, la personne qui est à l'étranger, c'est-à-dire qui se trouve encore dans son pays d'accueil, il faudra aussi que cette personne-là, elle remplisse tout un tas de conditions. Et comme on dit généralement, pour ce qui est par exemple des mineurs, il ne faut pas que la personne dépasse 16 ans. Parce qu'à partir de 16 ans, ça commence à être compliqué. Donc, dans le meilleur des cas, votre enfant que vous voulez faire venir en Allemagne, il faudrait le faire le plus tôt possible. Peut-être quand il a encore moins de 15 ans. Là encore, ça passe. Maintenant, s'il s'agit par exemple d'un conjoint ou d'une conjointe qui voudrait monter, lui aussi doit présenter tout un dossier. Et si c'est par exemple l'Allemagne, il faudra prouver que vous parlez quand même allemand jusqu'à un certain niveau minimum. Je crois que le niveau qu'on existe, c'est le A2. Il faudra qu'au jour de votre demande, il faudra que vous prouviez que vous avez ce A2-là. Il faudra également aussi que vous présentiez toutes les informations relatives, c'est-à-dire tout ce qui est écrit sur votre CV. Si vous dites que vous avez étudié, vous avez fait des études supérieures, vous avez travaillé à gauche à droite. Tous ces éléments-là doivent être à l'intérieur. Ce n'est que sur la base de tous ces éléments-là, une fois que le dossier est complet, que notamment on peut se dire que ok, tout est ok. Et là, le travail, par exemple, que nous faisons lorsque nous avons quelqu'un qui souhaite qu'on l'accompagne pour le regroupement familial, c'est déjà qu'on s'assure déjà que tout ça est mis en place, que tous les facteurs sont, du moins que tous les facteurs sont réunis pour que tout se passe bien. Et ensuite, maintenant, on vérifie également aussi les documents pièce par pièce et on s'assoit avec la personne, on prépare son entretien. Parce que le jour de l'ambassade, il faudra que tu répondes à un certain nombre de questions. Et comme je dis toujours, les dossiers de visa sont au cas par cas. Et d'une pire encore, dans une procédure comme celle-ci, où il s'agit d'un regroupement familial, les réponses aux questions ne seront jamais universelles. Parce que c'est chacun qui est dans une situation familiale différente. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas forcément avoir les meilleurs, on ne peut pas forcément avoir des réponses pré-arrêtées. Il faut juste qu'on travaille sur les questions qui viennent le plus régulièrement possible et ensuite qu'on optimise les réponses de telle sorte qu'elles ne jouent pas en votre défaveur. Donc, il y a tout ce petit boulot-là que nous faisons, progressivement, pas à pas, et puis ça fait en sorte qu'on puisse plus ou moins garantir à la personne qui décide de nous contacter de la faire arriver en Allemagne, en Suisse, au Luxembourg et en passe. J'espère que si cette vidéo, elle t'a plus ou moins aidé et qu'elle t'a apporté un certain nombre d'informations relatives à ta procédure de regroupement familial qui est en cours ou qui sera bientôt mise sur pied. Si c'est le cas, alors tu m'envoies la vidéo. Donc, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner
pour ne pas rater les prochaines vidéos. Puis chaque abonnement, c'est un petit sourire aussi de notre côté, c'est un petit clin d'œil que tu nous fais pour qu'on continue à proposer du contenu et à aider le maximum de personnes possibles qui souhaitent s'informer sur les procédures de voyage. Si tu as besoin de nous, de nos services, n'hésite pas à nous contacter. Nos contacts, nos coordonnées sont dans la description de cette vidéo. Tu peux nous écrire et nous serons ravis de répondre à tes questions et de voir ce qu'il y a lieu de faire pour toi. Et en commentaire, n'hésite pas à nous dire ce que tu penses du regroupement familial, des difficultés qui peuvent s'y prêter. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas également aussi à les laisser. S'il y a d'autres éléments qui peuvent mettre en marche la procédure, tu peux également aussi nous laisser en commentaire et peut-être ça pourra aider encore d'autres personnes. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien, je te vois. Ciao, ciao.